Comme expliqué précédemment, l'aquaculture consiste à élever et cultiver un grand nombre d'espèces aquatiques. Ces espèces sont très différentes les unes des autres et nécessitent des techniques d'élevage spécifiques et donc très diversifiées qui seront abordées dans une prochaine capsule. Dans cette capsule, nous expliquons les principales différences entre les espèces que l'on élève et cultive et ce que cela implique en termes de pratique. On peut catégoriser les espèces en deux grands groupes, les espèces autotrophes ou hétérotrophes. Auto, du grec autos, soi-même, hétéro, du grec hétéros, autre, et trophe, du grec trophée, nourriture. Les organismes autotrophes et hétérotrophes diffèrent dans leur capacité à produire leur propre nourriture. Les organismes autotrophes sont capables de se développer uniquement avec des molécules minérales. On parle aussi de molécules inorganiques, c'est-à-dire qui n'est pas issue de la matière vivante. Ils sont ainsi capables de transformer l'énergie inorganique en matière organique qui les constitue. Pour cela, ils utilisent généralement l'énergie du soleil pour transformer du dioxyde de carbone et de l'eau en molécules organiques comme le glucose et produire de l'oxygène. Il s'agit du processus de photosynthèse qui a lieu chez la majorité des espèces non animales aquacoles, comme les algues, macro ou micro, et les cyanobactéries que l'on cultive. C'est le cas par exemple du nori ici, une macroalgue bien connue des amateurs de sushi. La microalgue Thysochrysis lutea, très utilisée pour l'alimentation des jeunes huîtres ou des larves de crevettes, ou encore la spiruline, une cyanobactérie intéressante pour la nutrition humaine et première production aquacole française non animale. Ces organismes n'ont donc pas besoin d'apport en matière organique pour se développer, mais de minéraux tels que du nitrate et du phosphate qui sont généralement présents dans l'environnement ou apportés sous forme de fertilisants. Du silicate est également nécessaire pour la culture de diatomées. Or, ces nutriments sont disponibles en grande quantité dans les océans et parfois malheureusement même en excès puisqu'ils sont rejetés dans les cours d'eau par les activités humaines telles que l'urbanisation, l'agriculture ou l'industrie et sont donc à l'origine de pollutions importantes, entraînant par exemple les phénomènes de marée verte. L'aquaculture d'organismes autotrophes permet donc d'extraire une partie de nutriments et réduire la pression sur l'écosystème des activités humaines. Contrairement aux autotrophes, les organismes hétérotrophes ont besoin de matière organique pour se développer, c'est-à-dire de matière provenant du vivant, végétal ou animal. Tous les animaux élevés en aquaculture sont hétérotrophes. Pour certains d'entre eux, cette matière est apportée par la distribution d'aliments. On parle alors d'aquaculture nourrie, qui est généralement une aquaculture intensive. C'est typiquement le cas pour la majorité de l'aquaculture de poissons et de crustacés, tels que les crevettes. Cette nourriture peut contenir de la matière organique animale pour les espèces carnivores ou uniquement de la matière organique d'origine végétale pour les espèces herbivores. Une aquaculture non nourrie existe également. Celle-ci consiste à élever des espèces capables d'extraire la matière organique de l'environnement. On parle alors d'espèces extractives. Certaines sont dites suspensivores car capables de filtrer la matière organique en suspension. C'est le cas des huîtres, qu'elles soient sur filière ou en poche sur restreint. Mais également des moules, comme ici, des moules sur des pieds de bouchot ou sur filière. Ces filtreurs consomment généralement du phytoplancton, qui inclut les microalgues et les cyanobactéries, organismes autotrophes mentionnés dans la première partie de la capsule. D'autres espèces extractives sont également utilisées en aquaculture, bien qu'en quantité plus faible. Des déposivores sont capables de se nourrir de la matière organique sédimentée. C'est le cas des holothuries, qui utilisent leurs tentacules pour collecter et ingérer le sédiment. L'aquaculture d'holothuries a fortement augmenté dans les dernières années et atteint maintenant plus de 230 000 tonnes. Mais beaucoup de cette aquaculture est réalisée par alimentation externe pour des raisons d'efficacité de production. L'aquaculture de poissons en étang est parfois également réalisée de façon non nourrie. Cette pratique est souvent appelée aquaculture extensive. Dans ce type de système, les poissons sont élevés dans des étangs ou des bassins où ils se nourrissent principalement des ressources naturelles présentes dans l'écosystème aquatique. La carpe commune ou le poisson-chat du genre Clarias sont par exemple ainsi régulièrement élevés. Pour conclure, l'aquaculture peut être séparée en deux grandes familles. L'aquaculture d'espèces autotrophes, c'est-à-dire d'algues ou de cyanobactéries capables de transformer l'énergie inorganique en matière organique, et l'aquaculture d'espèces hétérotrophes qui utilisent de la matière organique pour grandir. Cette matière organique peut être apportée dans le système par la distribution d'aliments commerciaux par exemple. On parle alors d'aquaculture nourrie ou intensive. À l'opposé, l'aquaculture extractive utilise les capacités de certaines espèces élevées d'exploiter les ressources naturelles disponibles dans un écosystème aquatique. C'est le cas de l'élevage de coquillages ou l'élevage extensif de certains poissons en étang. La productivité des systèmes aquacoles nourris est généralement supérieure à celle des systèmes non nourris, mais leur impact environnemental est souvent considéré comme plus important. Dans la prochaine capsule, vous verrez plus en détail la diversité des systèmes de production. Merci pour votre attention.